Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers internautes qui regardez la tribune. Aujourd'hui, ce matin, une édition spéciale. Nous sommes très fiers, très heureux d'être ici, dans l'usine du groupe Lemoine, avec sa fondatrice, la directrice générale, Jeanne Lemoine, qui est à ma droite. Bonjour, Madame Lemoine. Avec la préfète de l'Orne, Françoise Tahéry, qui est avec nous également sur ce plateau. Et en présence également d'Hervé Morin, président de la région Normandie, qui ne peut pas être avec nous ce matin, mais qui est présent en Zoom. Vous savez, en cette période de pandémie, on peut être présent sans être présent, et nous sommes ravis d'accueillir le président également de la région Normandie ce matin pour ce débat. Le thème de notre matinée, c'est « Transformons la France ». Transformons la France dans les territoires. La Tribune, vous le savez, veut être le journal des territoires, de l'économie dans les territoires. Et cette année, particulièrement en 2021, ce qui vous intéresse, ce qui nous intéresse, nous, comme médias, les journalistes, c'est d'examiner la relance économique dans les territoires, au cœur des territoires. Pourquoi ? Parce que la relance économique, ce ne sont pas seulement des milliards qui sont jetés, proposés dans les plateaux de télé, ce sont des milliards qui s'investissent, qui viennent créer des emplois, qui viennent proposer des perspectives, de l'espoir, et notamment pour une relance économique qui permette à ce pays, le nôtre, la France, de se relancer, notamment dans l'industrie, et c'est peut-être une des révélations de la crise. Alors pourquoi est-ce que nous sommes dans cette usine que vous voyez derrière moi ? C'est parce que, vous l'avez entendu l'an dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, a dit « nous sommes en guerre ». Et dans cette guerre, il y a des héros, il y a eu les héros du quotidien, les personnels hospitaliers, les personnes qui ont permis que nous puissions continuer à vivre, à nous nourrir. Et puis, il y a eu aussi les entrepreneurs, les entreprises. Et on est très content de faire cette édition dans une entreprise parce que cette entreprise, le groupe Lemoine, et Jeanne Lemoine va nous l'expliquer, a agi pendant cette guerre. Et je dirais, toute guerre a ses héros. Je crois, Madame Lemoine, que vous faites partie des héros qui ont mené cette guerre. Et ce qu'on aimerait que vous nous racontiez pendant cette demi-heure, et en parlant bien sûr avec nos autres invités, c'est comment vous avez, vous, agi le 17 mars 2020. Comment est-ce que d'une entreprise qui est un des leaders mondiaux, le deuxième groupe mondial dans le domaine de l'hygiène, de la santé et des cotons notamment, comment est-ce que vous avez eu l'idée de participer à cette guerre pour faire cette transformation, on le verra, à la fois la capacité de produire à partir de coton-tige, pardon, je le montre, j'ai la boîte avec moi, que vous produisez au quotidien. Comment, avec ces cotons-tiges, vous êtes passé à l'idée de produire des écouvillons, ceux qui permettent de faire les tests PCR qui se font aujourd'hui par millions, chaque jour, chaque semaine. Madame Lemoine, vous êtes une des héros de cette guerre. Comment avez-vous mené cette guerre à partir du 17 mars de l'an dernier ? Je crois que les héros, c'est un collectif, hein, c'est le collectif d'une entreprise. Lorsque le 25 mars, j'ai appris qu'en effet, la France était en pénurie d'écouvillons de dépistage, j'ai tout de suite compris qu'il y avait une possibilité par rapport à nos process, nos savoir-faire, de produire un écouvillon. Nous maîtrisons le savoir-faire des tiges, nous maîtrisons le savoir-faire de la mèche et nous maîtrisons également le savoir-faire de l'assemblage pour le coton-tige. Donc nous avons adapté pour notre process pour produire une tige spécifique. Nous avons adapté notre process de carderie pour produire une mèche spécifique et nous avons créé une nouvelle machine pour assembler pour créer l'écouvillon. Voilà, en même pas 8 jours, hein, c'était 24 sur 24, nuit et jour. Nous avons réussi à sortir un écouvillon. Nous l'avons présenté aussitôt, dès le 1er avril, au service de santé de la PHP et de l'armée, qui ont pratiqué les tests sur patients de manière à vérifier la faisabilité et la fiabilité de cet écouvillon. Et à partir du moment où les résultats étaient très satisfaisants et identiques à ceux d'un écouvillon référent, il a pu être testé et démontré avec des documents que nous pouvions déposer auprès de l'ANSM un dossier de demande dérogatoire que nous obtenions le 21 avril. Et dès le 22 avril, nous livrions les services de santé de l'armée et les services de la PHP. Donc, c'est-à-dire moins d'un mois plus tard,
après avoir commencé cette aventure cette production, nous pouvions être en mesure de servir la France en écouvillons de dépistage absolument indispensables pour tester et dépister. Alors nous manquions de tout à cette époque-là, nous manquions d'écouvillons, vous venez d'expliquer que vous êtes adapté, nous manquions également de masques, d'ailleurs on ne savait pas très bien s'il fallait les mettre ou pas à l'époque, on a bien compris depuis que nous avons besoin de millions de masques, et derrière moi, une machine que vous avez achetée permet de produire ces masques made in France. Je crois qu'ils sont distribués notamment dans le groupe Leclerc. J'ai vu hier un tweet de Michel-Édouard Leclerc qui dit qu'il va proposer des masques made in France, mais pas au prix du made in France, au même prix que ceux qui sont produits en Chine. Vous les produisez dans cette entreprise, ici, dans ce site. Comment est-ce que vous avez décidé, pris ce risque finalement, de installer du masque made in France, que nous portons d'ailleurs sur nous pendant ce débat? Oui, avec la particularité de cet élastique rouge d'un côté, bleu de l'autre et blanc au milieu. Donc, voilà, bleu, blanc, rouge. Voilà, reprenons les couleurs. J'ai mis le bleu. Voilà, de notre drapeau français. Oui, dès la fabrication et la mise à disposition des écouvillons, nous avons souhaité aller plus loin dans la lutte contre la pandémie et nous avons décidé en effet, commander une machine de masque, mais une machine européenne pour justement sa rapidité, ses prouesses techniques. C'est une machine italienne. C'est une machine italienne. Et à travers ce choix, c'était un choix de compétitivité. Puisque nous décidions de réindustrialiser, de relocaliser, il fallait que ça soit compétitif et il fallait aussi que ça soit, et ça c'était notre volonté, du 100% Made in France. Donc nous avons cherché des fournisseurs français pour à la fois le melblone, c'est-à-dire le pouvoir filtrant qui est au milieu du masque, qui vient de Haute-Savoie. Les barrettes nasales viennent de l'Isère, le voile extérieur vient du Haut-Rhin, les élastiques du Nord. Donc franchement, c'est un 100% français, ce qui prouve, s'il fallait le démontrer, que la France est parfaitement capable d'être à la fois totalement fabriquée en France et en même temps compétitive. Donc cela, c'est une grande fierté de pouvoir dire que non seulement notre entreprise, mais d'autres entreprises ont eu les mêmes initiatives où on crée un collectif qui permettait cette compétitivité, cette fabrication française et cette compétitivité en France. Donc des produits made in France, mais également, j'aimerais que vous en disiez un petit mot, dans la relance, on parle beaucoup de la relance verte, la question de la durabilité, du respect de l'environnement. Comment est-ce que, on voit que les boîtes sont en carton, le coton, une partie en tout cas du coton que vous utilisez est bio. Comment est-ce que vous avez organisé l'entreprise également pour faire face à ces autres enjeux qui sont aussi une des révélations de cette crise, la prise de conscience par les entreprises et par chacun de son empreinte sur la planète? La prise de conscience chez nous, elle date depuis le début de l'entreprise. La gouvernance chez nous, c'est le principe en effet de la proximité, de l'exemplarité, des circuits courts dans les territoires. C'est en effet supprimer le plastique. Nos premières boîtes plastiques, elles étaient recyclables. Après, nous sommes passés en effet à l'emballage 100% carton avec une tige papier. Donc nous avons un produit, le bâtonnet ouaté est un produit totalement 100% écologique puisque emballage carton et tige papier. Nos boîtes qui contiennent en effet les masques et les écouvillons sont des boîtes qui sont totalement en carton. Le fait dans les masques d'avoir choisi aussi du 100% français évite bien évidemment la pollution liée au transport routier dans les contrées lointaines. Et des contrées lointaines, il faut des containers ensuite. Donc ces containers, c'est de particules fines, c'est de l'oxyde de soufre qui pollue tout autant, si ce n'est plus, que l'oxyde de carbone. Donc, si vous voulez, à chaque fois, ce que nous voulons faire et ce que nous faisons, comme beaucoup d'autres entreprises, c'est de réduire
tout ce qui peut aider à lutter contre les réchauffements climatiques avec les enjeux d'aujourd'hui, en effet, pour notre planète. Merci beaucoup, Jeanne Lemoine. On reviendra vers vous pour le débat. Je voudrais me tourner un instant maintenant vers Françoise Taheri. Vous êtes préfète de l'Orne et ma question est simple sur la relance effectivement économique et sur la réindustrialisation. Quand on voit l'exemple de Jeanne Lemoine, qu'est-ce que vous, au niveau de l'État, vous avez pu faire pour l'aider ? Alors, ça a été effectivement avec Madame la Présidente Lemoine, nous étions en contact très fréquemment pour suivre l'évolution de son projet et l'accompagner. Et nous avions été en contact effectivement pour qu'il puisse aboutir et obtenir les autorisations requises pour la mise sur le marché du nouvel écouvillon et des masques. Donc c'est un accompagnement de proximité d'un projet industriel ambitieux et qui permettait de bien asseoir les talents des entreprises françaises sur un territoire. Ça a été notre premier axe d'action. Bien évidemment, pour un grand pays comme la France, il est très important d'avoir de grandes entreprises industrielles. Et vous le savez, sur la longue période, le poids de l'industrie dans le PIB, dans le produit intérieur brut, a considérablement chuté. C'est tout à fait rattrapable. On peut inverser la tendance et l'objectif du président de la République et du gouvernement, c'est tout d'abord de relocaliser des entreprises industrielles, mais également de permettre aux entreprises industrielles d'innover dans l'industrie du futur, dans les industries 4D, pour permettre d'être dans la modernité et de permettre de réussir la compétitivité, la transition écologique et la révolution du numérique et du digital. Donc, par notre action et par l'action, par le plan de relance, qui est très ambitieux, dans l'industrie, il y a plus d'1 milliard d'euros qui est consacré. L'objectif qui était le nôtre, c'était d'accompagner les projets des différentes entreprises de ce territoire. L'Orne, et ce n'est pas intuitif, est un grand territoire industriel. Il y a une surreprésentativité du secteur industriel dans ce territoire. Lorsqu'on fait le cumul entre les entreprises agroalimentaires et les entreprises industrielles, on est largement au-dessus de la moyenne nationale et de la moyenne régionale. Et donc, nous avons accompagné d'ores et déjà, pour plus de 5 millions d'euros, des projets d'entreprise de façon très significative pour leur permettre soit de se doter de nouveaux outils pour accroître, le process qualité, accroître la digitalisation, la numérisation de leur entreprise, mais également pour, comme l'a fait Madame la Présidente Lemoine, proposer des nouveaux produits qui ne font plus appel au plastique, mais à des nouveaux matériaux. Donc pour, réussir la transition écologique. Outre des subventions directes, nous intervenons par des avances remboursables, par exemple, également, pour des montants très significatifs. Dans ce territoire, c'est plus de 28 millions qui ont été accordés. Et chaque chef d'entreprise que j'ai rencontré m'a dit que sans l'accompagnement de l'État et de la puissance publique, très souvent, le projet n'aurait pas pu aboutir dans des conditions aussi rapides. Donc, c'est un accélérateur, en fait. L'intervention de l'État, à cet égard, est un accélérateur. Merci beaucoup. Hervé Morin, je ne sais pas si vous nous entendez. Bonjour. Très bien, bonjour. Bonjour, monsieur le président de région. Le Made in Normandie, c'est important. Ce n'est pas seulement une
chanson qu'on a tous en tête, mais c'est également une réalité. Vous êtes une des régions les plus industrielles de France. Je crois en PIB par habitant, la région, je crois, la plus industrielle de France. Et en tant que président de région, on est dans cette usine que vous connaissez bien, je pense, qui incarne finalement bien ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire ce réarmement industriel de la France. Qu'est-ce que vous, en tant que président de la région, vous qui avez lancé qui avez lancé un plan de relance au niveau de la région, comment est-ce que vous voyez l'avenir industriel de cette région? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour agir, aider les entrepreneurs qui sont là à continuer ce combat? Bonjour à toutes et à tous. Pardon de ne pas être à côté de Jeanne Lemoine, que je salue, et Madame la Préfète. Je suis heureux que vous soyez à Flers, à Normandie Innov, qui est une magnifique réussite et un très bel écosystème, et plus encore dans cette entreprise que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup la patronne aussi, pour tout vous dire. Pardon de ne pas être là, mais j'ai malheureusement un drame chez un de mes amis, et il fallait que je sois à côté de lui. Simplement, oui, la Normandie, c'est la première région industrielle de France, c'est 22% de son PIB. Et comme le disait Madame la Préfète, de façon très contre-intuitive, on pense que ce sont les départements ruraux qui ont nécessairement la part du PIB industriel la plus faible, c'est l'inverse. Et c'est 30 à 35% de l'emploi dans les deux départements qu'on peut peut-être considérer comme les plus ruraux, que sont l'Eure et l'Orne. Donc l'industrie en Normandie, c'est absolument vital. Donc, ce qui fait qu'on a pris lourd durant cette longue phase de désindustrialisation du pays, puisque, bien entendu, quand vous avez un secteur industriel aussi important, quand le pays se désindustrialise, nécessairement, on a été sous des avalanches de plans sociaux. Ma première surprise, c'est que on a des secteurs qui souffrent énormément. Je pense à l'événementiel, le champ de la culture, le champ du tourisme, bien sûr. Mais clairement, nous n'avons pas eu un effondrement comme on pouvait le craindre au début de la crise. Alors, bien sûr, il y a eu un soutien massif des pouvoirs publics, tout d'abord de l'État. Mais au-delà, il y a, je crois, quelques signaux qui sont intéressants. Alors, il ne faut pas trop se dire qu'on va avoir des relocalisations massives. Il y en a quelques-unes. On a surtout des développements nouveaux. Et puis, surtout, première chose, c'est un peu comme pour l'énergie. Vous savez, quand on parle de lutte contre le réchauffement climatique, on parle toujours des énergies nouvelles, mais d'abord, il faut parler des économies d'énergie. Et je crois que la première chose qui est assez significative, c'est que mon sentiment, il faudrait que ce soit corroboré par des chiffres, c'est qu'on n'a plus autant ou très peu de délocalisation d'activités. C'est déjà un premier point. On a par ailleurs en effet des relocalisations d'activités. Renault évoque des relocalisations. Le secteur de la pharmacie, je l'évoquais. Hier, j'étais dans une entreprise qui est la première entreprise quasiment en France qui va faire des t-shirts en lin. Nous allons accueillir bientôt la première entreprise, la première filature de lin en Normandie, alors que sur ce secteur qui est pour nous assez symbolique, nous sommes la terre du lin dans le monde, 60% du lin mondial. Nous envoyons tout, comme les pays émergents, en Chine et récupérons ensuite des produits finis. Et donc, on voit la constitution de réseaux, des collectifs qui se créent pour recréer de la valeur ajoutée. J'ajoute que quels que soient les efforts que font l'État et la région, chef de file de l'économie, dans l'organisation des pouvoirs publics, on a un sujet qui est quand même d'abord aussi un sujet national, bien sûr, et aussi un sujet européen. Et moi, j'inviterais aussi l'Europe à faire preuve de moins de naïveté. Ce que nous appelons souvent à l'école les obstacles non tarifaires, c'est pas forcément des obstacles. Je pense que ça peut être aussi des protections. Et qu'on ne peut pas, nous, s'engager autant qu'on le fait en Europe sur un développement beaucoup plus durable et ne pas l'imposer aux frontières de l'Europe. Je pense qu'il y a pour nous là un sujet clé, et quand on évoque
la question des masques dans le groupe Lemoine, on a clairement un sujet, c'est est-ce qu'on se met en protection pour faire en sorte que nous puissions préserver notre souveraineté. Et je termine par un dernier point qui me semble clé, c'est que dans toutes ces relocalisations d'activités ou ces développements d'activités, il y a bien sûr les soutiens financiers, il y a bien sûr la question de la recherche et de la formation. Et très franchement, que le pays de Pasteur soit un pays qui n'ait pas produit de vaccin contre le Covid est tout de même un terrible échec. Et il y a bien sûr, au-delà de la qualification, de la recherche, du positionnement de nos produits vers des produits plus haut de gamme et donc vers plus d'innovation, il y a aussi un élément immatériel. Je terminerai par là. Et cet élément immatériel, c'est pour une région, mais aussi pour un territoire, être capable de raconter un récit, d'être capable de faire envie. Et derrière ça, il y a pour nous quelque chose de clé, c'est d'être d'abord les ambassadeurs de notre territoire, de démontrer avec passion que notre territoire est formidable, qu'on peut innover, qu'on peut créer de la richesse, qu'on peut trouver des collaborateurs qualifiés et formés. Ça n'empêche pas d'être lucide sur nos faiblesses, mais d'abord d'être nous-mêmes les ambassadeurs de notre territoire et de notre région. Et j'ai le souvenir que lorsqu'on a posé la première pierre d'une usine sur le site où vous êtes, à Flair, j'ai oublié le nom de l'entreprise, où le patron est britannique, je me souviens de ses premiers mots en disant écoutez, j'aimerais avoir au Royaume-Uni un système administratif qui a été capable aussi rapidement de créer les conditions de mon implantation à Flair. Et donc, cesser en permanence de nous flageller, mais au contraire, tout en étant lucide sur nos faiblesses, faire preuve d'enthousiasme, c'est aussi un élément clé pour le développement et la création d'activités. Alors, être lucide, bien sûr, vous avez raison, Hervé Morin, sur nos faiblesses, être aussi optimiste sur l'avenir et être volontariste sur les moyens. Vous avez prévu un plan, vous, de relance de 515 millions d'euros. L'État, lui, met 100 milliards sur la table, qui n'iront pas que en Normandie, mais qui sont censés, évidemment, irriguer le territoire. Comment ça va s'articuler, vous, à votre niveau? Comment est-ce que vous voyez comment ça peut être efficace et aller aux bons endroits pour aider les entreprises? Vous avez parlé des questions des talents, des formations. La partie matérielle est au moins aussi importante que la partie matérielle d'ailleurs. Qu'est-ce que vous allez très rapidement peut-être nous donner quelques clés pour la mise en œuvre de cette relance économique? Alors on a, dans tout ça, on a mis en place un nouvel outil. On est allé récupérer de l'argent près de l'Europe, des prêts participatifs qui sont des prêts in fine, considérés comme des quasi-fonds propres par les établissements bancaires, ce qui permet de restructurer la dette, de pouvoir éventuellement rembourser son PGE sans avoir une charge financière lourde. En clair, je ne paie que les intérêts pendant 7 ans et je commence à rembourser le capital au bout de 7 ans. Alors ça, on l'a plutôt réservé pour les PME de moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et puis pour les secteurs les plus touchés. On a grosso modo une centaine d'entreprises qui sont sur le point d'obtenir ce prêt participatif, qui est tout de même un formidable outil, puisque comme c'est des quasi-fonds propres, ça vous permet éventuellement d'aller voir votre banque pour pouvoir emprunter ensuite lorsque vous aurez un horizon qui sera plus dégagé. Le deuxième point, c'est qu'on a été souvent en complémentarité avec l'État. Je pense par exemple aux appels à projets industriels dont Mme la préfète parlait. Il y a 52 entreprises en Normandie qui avaient candidaté, 16 seulement ont été retenues par Bercy, après une instruction faite par BPI. Et donc nous, on a proposé aux 36 entreprises qui n'avaient pas été retenues de venir en complémentarité avec un dispositif un peu moins avantageux puisque l'État mettait 30% en subvention en moyenne et nous, on a mis 15% en subvention et 15% en prix pour s'assurer qu'on soit en capacité de pouvoir le faire sur les prochains appels à projets. Contrairement à l'État, comme vous le savez, les collectivités, elles, sont à l'équilibre. Et on est obligé d'y être. Et tant mieux d'ailleurs. Et donc, ça, ce sont deux dispositifs. Le troisième, c'est que, comme vous le savez, nous sommes la première région à avoir créé un fonds d'investissement qui est totalement régional avec 100 millions d'euros. Et nous rentrons dans le capital de l'entreprise et on a créé à ce titre-là un nouvel instrument avec nos deux banques avec lesquelles on bosse beaucoup, qui sont la Caisse d'épargne et le Crédit Agricole, pour fortifier les fonds propres d'entreprises qui allaient très très bien il y a 2 ans et qui sont un peu plus fragilisées. Donc on a essayé de mettre en place toute une série d'outils
Mais je cite cela parce qu'il me semble, voilà, c'est des dispositifs simples. Les prêts participatifs, en moins de 2 mois, on les met en œuvre. Les fonds d'investissement, bien entendu, ça impose de faire un peu une équipe de private equity qui analyse les choses. Mais la décision est prise par des chefs d'entreprise, elle n'est pas prise par des politiques, pour que ce soit, pour qu'on ait le regard de l'économie. Et puis, troisièmement, bien sûr, pour nous, c'est continuer à améliorer nos outils de formation. Dans le cadre du plan de relance, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un maximum d'argent sur l'enseignement supérieur et la recherche, est une des faiblesses de la région. On perd 3500 étudiants chaque année, niveau master, qui partent dans les universités parisiennes et pire encore en Bretagne. Et donc, ce que je souhaite, c'est qu'on mette le paquet sur l'enseignement supérieur parce que c'est la clé du développement à long terme. Je termine avec une question parce que vous nous avez accordé une interview à lire dans la Tribune ce matin, réalisée par notre correspondante Nathalie Jourdan, qui sera à ma place. Excellente correspondante qui sera à ma place dans quelques minutes pour continuer le débat. Mais vous évoquez dans cette interview un deuxième EPR à Penly. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, sachant qu'on attend que le premier démarre quand même aussi. Et question également sur ce qu'on appelle les nouvelles énergies, l'hydrogène notamment. Est-ce que vous avez des projets spécifiques qui permettraient de créer de nouveaux emplois? Parce qu'on parle de réindustrialisation, mais on parle aussi de nouvelles industries. Pour tout vous dire, j'avais prévu de vous en parler et puis je me suis dit que ça allait être trop long. Donc Non, mais on a encore 3 minutes et on prendra 3 minutes pour vous entendre. Ok. D'abord, sur Penly, l'hydrogène, d'ailleurs, il y a un lien entre les deux. Sur Penly, on a su faire, bien sûr, sans Europe Écologie Les Verts, mais avec l'ensemble des formations politiques en Normandie, on a su faire consensus sur le sujet et porter la candidature de la Normandie dans le choix de l'implantation du deuxième EPR. EDF a décidé que dès lors qu'il aurait l'accord de l'État, ce deuxième EPR serait à Penly. Donc on commence déjà à y travailler puisque derrière il y a des problèmes, il y a des sujets absolument majeurs de qualification, de formation. C'est des milliers de collaborateurs. Donc on a déjà fait une première réunion avec Jean-Bernard Lévy et les élus du nord de la Seine-Maritime pour mettre en place l'ensemble des éléments qui permettront à EDF d'engager immédiatement au lendemain de la décision du chef de l'État, puisque le chef de l'État élu après l'élection présidentielle prendra la décision. Si c'était Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron a annoncé que ce serait sa décision, il la prendrait après les élections. Et si c'est un autre, écoutez, on verra bien. Mais clairement, on se met en situation de pouvoir faire en sorte qu'EDF puisse engager le deuxième EPR très rapidement. Et parmi les sujets intéressants en matière de relance de l'activité, il y a en effet les nouvelles filières. Alors pour nous, on en a deux sur lesquelles il y a très clairement des implantations industrielles qu'on voit aujourd'hui, des créations d'emplois. Il y a bien sûr les énergies marines renouvelables. C'est 10 000 emplois sur la région. Donc c'est pour nous aussi mettre en place les instruments de formation. On a créé un campus de l'énergie qui regroupe l'enseignement supérieur, l'éducation nationale, les entreprises, pour être en capacité de bâtir un modèle et un écosystème favorable. Et puis il y a l'hydrogène. Grâce à la vallée de la Seine, on a 2 très grands projets sur l'hydrogène. L'un qui est porté par Ariane Group et Engie sur l'hydrogène liquide. Comme vous savez, Ariane Group a besoin d'hydrogène liquide pour ses fusées. Et donc, en clair, il y a un savoir-faire. Et donc, derrière, il y a des potentialités majeures sur les mobilités lourdes. Et puis, de l'autre, sur l'hydrogène gazeux, c'est Air Liquide avec une entreprise, une ETI normande, plutôt plus près du Havre, où là aussi, il y a un projet très important. Alors là, on est exactement dans le moment où on a besoin de la collectivité publique. Pourquoi ? Parce que c'est un peu l'œuf et la poule sur cette histoire. C'est-à-dire qu'on a des industriels qui disent on est prêt à investir des centaines de millions d'euros pour bâtir des schémas industriels, mais de l'autre, il nous faut les premiers débouchés. Alors on a tous compris que l'hydrogène, ça va être une des énergies clés des prochaines années, sauf qu'il faut les premiers clients. Et donc on est en train de travailler sur les premières expérimentations, l'amorçage de l'histoire. Alors ça peut être des bacs qui traversent la Seine, ça peut être des péniches. On est en train de regarder avec les logisticiens si certains voudraient
commencer à avoir leur premier camion à l'hydrogène, même si c'est très cher aujourd'hui. Mais clairement, on essaie de jouer le rôle d'ensemblier, de collectif sur cette histoire. Et je termine sur le lien entre l'EPR, les énergies marines renouvelables et l'hydrogène. Pourquoi la Normandie doit être une grande terre de l'hydrogène dans les décennies qui viennent? C'est parce que nous avons la capacité de porter l'hydrogène décarboné. L'hydrogène décarboné à travers les énergies marines renouvelables, les éoliennes en mer et l'hydrolien, l'énergie issue des courants, et de l'autre, grâce au nucléaire. Quand vous parlez avec Engie, quand vous parlez avec Air Liquide, ce qui les intéresse, c'est que les sources d'énergie sont décarbonées et donc on peut produire derrière de l'hydrogène vert. Donc la boucle est bouclée. Merci beaucoup Hervé Morin. Restez avec nous, restez connectés. On va dans quelques instants présenter un sondage sur la situation économique et sanitaire et le point de vue des Normands. Mais avant, donc, je voulais aussi vous dire que sur l'hydrogène, chers internautes, la Tribune publie pendant une semaine spéciale sur les enjeux de l'hydrogène, y compris en Normandie, qui vous expliqueront effectivement tous ces enjeux de l'hydrogène décarboné. Pour conclure, je voudrais donner la parole aux deux femmes qui sont présentes avec moi. Donc d'abord Madame la Préfète et ensuite pour conclure Jeanne Lemoine. Madame la Préfète, ce que cette crise a montré, c'est qu'on a besoin de l'État et de la complémentarité entre l'État et les entreprises. Oui, un des grands enseignements qu'on peut tirer de la gestion de cette crise, c'est que tout d'abord, il est nécessaire de s'allier sur des objectifs prioritaires et principaux et de créer de la dynamique. Et ce qui a été très marquant, c'est effectivement qu'il y a eu une pleine mobilisation de l'État, effectivement, avec un plan massif de soutien à l'économie. Vous l'indiquiez, 100 milliards pour travailler sur la transition écologique, pour mener à une croissance verte, sur la compétitivité des entreprises, pour réussir là aussi la transition numérique et être au rendez-vous de l'innovation et la relocalisation des filières, et par ailleurs sur la cohésion sociale et territoriale pour préserver le modèle social. On voit bien qu'il est nécessaire d'intervenir sur l'ensemble de ces acteurs, et l'action de chacun en la matière est déterminante. L'État, les collectivités locales et les acteurs économiques, en premier lieu bien sûr les entreprises et les acteurs économiques et sociaux. Et nous avons vu que nous avions une capacité de mobilisation et de montée en puissance très rapide. C'est ça aussi que je retiens de ce plan de relance et de cette pandémie. Et la capacité des entreprises, des industriels, des territoires à faire preuve de créativité, d'innovation, de s'adapter très rapidement et de proposer des solutions concrètes pour répondre aux difficultés qui étaient posées. Et c'est j'allais dire, le savoir-faire de l'entreprise Lemoine qui a été absolument exemplaire et avec qui nous avons travaillé en grande proximité. Madame la Présidente, vous avez été d'une particulière efficacité pour porter haut les couleurs de la Normandie. Merci beaucoup pour cet hommage qui est mérité. Et alors, on va terminer avec vous, Jeanne Lemoine, ce tour de table de cette première table ronde, de cette matinée spéciale que nous réalisons dans votre usine. J'aurais donné quelques chiffres et vous donner l'occasion de conclure. Cette entreprise que vous avez créée avec votre mari dans les années 80, 1980, 900 salariés aujourd'hui, vous m'arrêtez si je fais quelques erreurs. Vous êtes le numéro 2 mondial derrière US Coton. Vous êtes donc le leader européen, vous faites un chiffre d'affaires de 145 millions d'euros. Vous faites 60% à l'export. Vous avez aujourd'hui une production, on le disait, de masques derrière nous, mais également donc de produits d'hygiène. On ne se rend pas compte des chiffres, vous me le disiez quand on préparait cette émission. 33 milliards de bâtonnets pour la production, ce qui est absolument, quand on pense par rapport au chiffre d'affaires réalisé, quelque chose de colossal. Moi, j'ai envie de vous donner la parole sur une conclusion en 2 minutes. Relocaliser ou réindustrialiser la France. On est plutôt sur l'idée de réindustrialiser,
de réarmer le pays. C'est ça que vous incarnez, je crois, aujourd'hui. Oui, c'est exactement cela. Pour moi, c'est une réindustrialisation. Tout à l'heure, aussi bien Madame la préfète que Monsieur le Président Morin l'évoquaient sur la perte d'un certain nombre d'industries dans notre région, la Normandie. Et c'est pour ça que nous sommes de toute façon ancré dans notre berceau normand. L'entreprise Lemoine et son ADN est normand et ses origines sont normandes et elle reste normande pour faire rayonner à l'international justement le savoir-faire normand, les capacités de ses collaborateurs à savoir développer des innovations et à savoir les emporter dans d'autres pays tels que par exemple l'Allemagne, l'Espagne et jusqu'aux États-Unis, puisque en 2019, Walmart, le premier grand distributeur mondial, nous a référencés et sur des produits écologiques. Donc ce n'est pas rien de se dire que de la Normandie partent des produits qui savent convaincre les Américains de l'importance de l'écologie. Alors cette réindustrialisation, elle est aujourd'hui, je dirais, et Madame la préfète l'évoquait, elle a été particulièrement rapide parce que avec le soutien en effet de l'État, mais avec les initiatives des entreprises et avec cette passion et cet optimisme qui habitent les entrepreneurs, on pourrait dire que quand Perfit, de manière prémonitoire, a écrit en 1973 quand la Chine s'éveillera, la terre tremblera, je pense que de cette pandémie, on pourrait peut-être dire aujourd'hui avec beaucoup de fierté par rapport à tout ce collectif d'entreprises qui se sont mobilisées, engagées, investies, on pourrait dire oui, la France s'est éveillée et de ce fait-là, la réindustrialisation s'est effectuée dans des secteurs clés de l'industrie, aussi bien des secteurs médicaux comme ce que nous avons fait, que comme dans des secteurs, comme le citait Monsieur le Président Morin de tout à l'heure, dans des secteurs essentiels pour l'écologie, tels qu'en effet l'hydrogène. Eh bien, merci beaucoup, Jeanne Lemoine. Merci de nous accueillir dans vos locaux, dans cette usine. Merci, Françoise Tahéry, préfète de l'Orne. Hervé Morin, j'espère que vous êtes encore avec nous. On va vous présenter un sondage qui va, je crois, donner de l'optimisme aussi aux Normands, la région où nous sommes. Donc, pour conclure cette table ronde, je dirais vive le Made in Normandie.